On a appris que le président Poutine, le président russe, a décidé d'interdire le dollar et l'euro pour payer le gaz russe qu'il exporte. C'est-à-dire que notamment tout le gaz exporté vers l'Union européenne ne pourra plus être payé ni en euros ni en dollars. Et il a exigé que ce soit payé en roubles ou en yuan chinois. Alors c'est une information très très importante et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est important. Il faut bien comprendre auparavant que depuis 1945, nous sommes dans un univers issu de la Seconde Guerre mondiale, issu des accords de Bretton Woods, comme on avait dit, et qui consacrait le dollar comme la principale monnaie du monde, monnaie de réserve, monnaie de règlement. Ce privilège du dollar était astreint à une discipline de la part des États-Unis d'Amérique, c'est que le dollar devait être as good as gold, aussi bon que l'or, et donc pouvait être échangé à tout moment. Le papier d'1 dollar pouvait être échangé à tout moment contre de l'or qui était dans les caves de Fort Knox aux États-Unis, un trésor de guerre, si l'on peut dire. Ça pouvait être échangé au taux de 35 dollars pour une once d'or, c'est-à-dire pour 31 grammes. Ça veut donc dire que 1 dollar valait un petit peu moins qu'un gramme d'or. Ce système, j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans des anciennes conférences, ce système a volé en éclats au début des années 70, le 15 août 1971 pour être précis, avec la fin des accords de Bretton Woods, du moins d'une partie d'entre eux, c'est-à-dire cette libre convertibilité du dollar en or. Et pourquoi ceci ? Parce que tout au long des années 60, les États-Unis d'Amérique avaient fait de plus en plus de déficits, étaient devenus en fait incapables de rembourser le dollar en or au taux dit. Alors évidemment, les gens ne le demandaient pas, mais enfin on vivait sur une fiction. En fait, les États-Unis avaient créé déjà beaucoup plus de dollars qu'il n'y avait d'or dans les caisses, et donc c'était une monnaie qui était assise sur en fait une simple croyance. Mais évidemment, les croyances risque à tout moment d'être remise en question. C'est pour ça que le 15 août 1971, le président Richard Nixon a suspendu, en fait supprimé définitivement, la libre convertibilité du dollar en or. Ça veut dire qu'on peut toujours acheter de l'or avec des dollars. Mais ça veut dire que cette convertibilité à un taux fixe de 35 dollars pour une once n'existait plus. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, l'or a été coté sur les marchés internationaux comme une matière première, et donc son prix a évolué de façon très importante à la hausse. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que le dollar et l'Occident en général reposaient sur ce système, et même si le dollar n'était plus convertible en or, c'était un avantage acquis extraordinaire pour l'Occident et pour les États-Unis en particulier, qui était le fait de disposer d'une monnaie nationale qui servait de monnaie de compte et de réserve. Pourquoi c'est si important ? C'est De Gaulle qui l'avait pointé du doigt dès les années 65, sous les conseils de Jacques Rueff, parce que si vous disposez d'une monnaie qui est acceptée dans le monde entier comme une monnaie de paiement et comme une monnaie de réserve, si vous n'avez pas un ressort de rappel vers la réalité qui vous interdit d'en émettre trop, puisqu'il faut que ça soit convertible en or, si vous n'avez plus ce ressort de rappel, ça devient très facile, en fait, d'acheter le monde entier. Il suffit de créer du dollar, et puis de pouvoir tout acheter. C'est en fait ce qui s'est passé à partir des années 70. Et en fait, l'Occident en général, et les États-Unis en particulier, ont bénéficié de ce système, de ce que De Gaulle appelait le déficit sans pleurs, ont bénéficié de ce système d'une façon absolument éhontée, et continuent d'en bénéficier, puisque les déficits américains sont absolument énormes. Ils achètent au monde entier. Ils ont des déficits. Les États-Unis d'Amérique ont des déficits commerciaux avec quasiment tous les pays du monde. Il faut quand même le faire. Et les déficits de la balance des paiements sont payés tout simplement en émettant des endettements de dollars qui sont encaissés d'ailleurs par les pays les plus créanciers. C'est pour ça que, par exemple, la Chine est devenue l'un des principaux détenteurs de dollars. Ce sont les dettes qui ont été émises par les États-Unis pour acheter les produits fabriqués en Chine.
Donc il faut bien comprendre que le système financier international est devenu en fait, avec le temps, une espèce de véritable arnaque planétaire, les États-Unis bénéficiant du privilège dollar. Il faut bien comprendre aussi que, vu d'un certain nombre de pays du monde, où les dirigeants ne sont pas des imbéciles, ils ont commencé à en avoir assez de constater que les États-Unis s'étaient taillé cette situation à la force des armes, notamment à la Seconde Guerre mondiale, mais que c'est une situation extraordinairement injuste dans son principe et qui, tout le monde en convient, finira bien un jour ou l'autre par sauter. On ne peut pas imaginer qu'on ait un pays, les États-Unis d'Amérique, et puis une zone d'influence qui va avec, c'est notamment l'Union européenne, la zone euro, en bref, les pays du monde blanc, qui continuent à vivre de façon extraordinaire grâce et d'abord et avant tout au privilège d'une monnaie. Cette situation a d'ailleurs un inconvénient majeur, c'est qu'elle a mis dans la tête des élites, des classes dirigeantes des États-Unis d'Amérique, mais aussi de l'Europe, elle leur a mis dans la tête des idées qui sont remises en question en ce moment et qui vont faire très mal à remettre en question. Parmi ces idées, il y a l'idée que le monde blanc, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, seraient pour toujours et à tout jamais les maîtres du monde. Ceux qui ont toujours raison, le camp du bien, ceux qui écrivent l'histoire parce que c'est eux qui ont gagné les guerres, ceux qui se permettent d'acheter la planète entière, ceux qui se permettent de fixer à tous les peuples du monde la façon de se comporter. Voilà. L'idée que, en fait, puisque les États-Unis d'Amérique et l'Occident, en fait, eh bien, puisqu'ils ont toujours raison, ils sont faits pour diriger le monde. Ça a été théorisé aux États-Unis avec cette idée du destin manifeste des États-Unis d'Amérique. J'insiste là-dessus parce que nous sommes en campagne présidentielle et tous les candidats, je dis bien tous les candidats, cultivent en fait de façon plus ou moins inconsciente cette idée que, en fait, c'est normal que le monde blanc soit riche. Alors certains vont verser une larme, il faut quand même faire quelque chose de plus équitable avec les pays du Sud, etc., etc. Il faut venir en secours ici. Mais l'idée est toujours celle-ci. Ça paraît naturel d'être les dirigeants du monde libre, et il paraît naturel que les autres obéissent. Voilà. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que la date d'aujourd'hui est peut-être un point décisif dans l'évolution du monde. Nous allons peut-être assister au début de l'effondrement de ce système de domination planétaire du monde blanc. Et pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que jusqu'alors, tous les pays du monde, même la Russie, même la Chine, etc., tous les pays en voie de développement se pliaient au système existant, donc se pliaient à l'idée, quand on achète du pétrole, il faut le payer en dollars. On doit passer par le système SWIFT de compensation internationale entre les banques du monde entier, que tout ça est organisé par des systèmes occidentaux ou américains, qu'il faut passer, comme pour les agences de presse, comme pour tout, il faut passer d'abord et avant tout par les États-Unis et par le monde occidental. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a pris une décision tout à fait significative. Il a décidé donc que les pays occidentaux ne pourraient plus acheter le gaz russe en le payant en dollars et en euros. Pourquoi il a pris cette décision ? Il a pris cette décision suite au gel qui a été décidé, à la sanction qui a été décidée par l'Union européenne et par les États-Unis. Un gel, c'est pas un gel douche, ni un gel pour les cheveux, non, c'est un gel. En fait, c'est un vol, pour dire les choses plus clairement, un vol provisoire ou un vol à durée indéterminée. Un gel donc de 300 milliards de dollars de